Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak, et aujourd'hui nous parlons de AEW Dynamite, l'épisode du 7 février 2024. Comme d'habitude, je parle des segments qui sont les plus intéressants, où j'ai le plus de choses à dire en début de podcast. Tous les timecodes sont en description, mais si vous avez envie d'aller dans un segment ou un match, une review d'un match plus qu'un autre, et bien encore une fois, tout est dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Il y a deux énormes sujets, deux gros matchs à véritablement couvrir, le reste ce sera plus du remplissage, mais on va surtout parler de l'opener, Swerve Strickland et Adam Page, et du main event, Big Bill et Ricky Starks contre Sting et Darby Allin. On va commencer par l'opener. Parce que j'ai envie d'en parler. J'ai envie de parler de cet opener. Swerve Strickland contre Adam Page. C'est un rubber match. C'est un match où le gagnant affrontera Samoa Joe à Revolution. Donc c'est un match pour devenir le number one contender. Parce que maintenant les ratings sont importants, la AEW. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on rentre dans les détails, quel est le contexte de ce match ? Le contexte de ce match, c'est que la construction est hyper prévisible. Parce que je commence à connaître le booking de Tony Khan, je sais que dès qu'il commence à placer ses pions en préparation d'un pay-per-view au tout début, genre dès les 3 mois avant le prochain pay-per-view, il commence à placer ses pions et on peut déjà deviner ce qui sera les prochaines affiches. Ainsi, on a pu deviner qu'on aurait effectivement le match Sting et Darby contre les Young Bucks, on l'a pu prévoir depuis très longtemps, et on a pu prévoir aussi que le match championnat pour Revolution sera un triple threat, puisque les deux personnes qui gravitent autour de ce triple threat sont Swerve Strickland et Adam Page. Et selon moi, le booking logique, le plus efficace, le plus sympa serait de faire du match à Revolution un 1 versus 1. Et vu la popularité de Swerve Strickland à l'heure actuelle, peut-être que c'est le moment. Je n'en sais rien, mais à vrai dire, je trouve que c'est toujours mieux d'avoir des matchs championnat en 1 versus 1 parce que les matchs sont beaucoup plus mémorables que les triple threat. C'est mon avis, mais je trouve objectif. Mais, donc d'une part, on a un match qui est très prévisible. Et d'autre part, on a surtout un Swerve Strickland qui devient de plus en plus over, même si c'est un heel, les fans l'adorent, son entrée est trop cool, il y a Prince Nana qui danse à côté de lui, qui fait sa danse, qui fait danser les fans aussi, la musique est trop bien, le mec est over as fuck. Et Adam Page, il est toujours autant... sa pop ne bouge pas, ça fait des années que sa pop ne bouge pas, que c'est toujours la même. Mais il arbore une petite moustache et on va le voir dans ce match, il y a du potentiel pour un autre rôle qu'il va avoir. Et dernier point très important, c'est que Swerve Strickland et Adam Page ont une rivalité. Et il y a tellement peu de rivalité, de vraies tensions à la AEW, que de voir enfin un match à la télé où il y a une vraie rivalité et que c'est pas genre juste une lutte sportive entre deux combattants, qui sera le meilleur ? Non, là il y a une vraie tension. Ça a été bien buildé, même si j'ai pas adoré la plupart des matchs, j'ai même détesté le match qu'ils ont eu à Full Gear, le match hardcore, je l'ai vraiment détesté parce que pour moi il était très mal exécuté, mais il y a une rivalité et il y a une vraie tension, l'histoire est là et du coup quand le match commence, je suis de manière très surpris, j'arrive pas à parler, très surprenamment, je suis investi dans le début du match. Je suis investi, je vois la tension et c'est très rare de le souligner par rapport à moi car Dynamite ça arrive très rarement, du coup je suis heureux que ça arrive. Et le match va commencer et entendez-moi bien, jusqu'à un certain moment précis, ce match était quasiment parfait. C'est très rare que je le dise, mais pendant 15 bonnes minutes, le match était parfait. Swerve Strickland, qui a une pop de malade que les fans adorent, a combattu comme un babyface. Et Adam Page, qui est toujours aussi mets et que la foule ne voulait pas voir gagner ce soir, a combattu comme un heel. Et cette dynamique-là fonctionnait, c'était la bonne dynamique. Adam Page travaillait la hit et Swerve Strickland travaillait des comebacks. Et la foule adorait chaque comeback et chaque offense de Swerve Strickland.
Ça fonctionnait comme pas possible. Au bout de 10-12 minutes, Adam Page parvient à faire son buckshot Lariat. La foule a peur pour Swerve, mais Swerve revient, il fait des prises assez stylées. Il fait le buckshot Lariat d'Adam Page. Boum, Adam Page est par terre. Swerve monte sur la troisième corde pour faire son finisher, le double stomp. La foule est debout. Moi, je suis excité comme une petite catin. Je fais putain, non, ils vont pas le faire. Ils vont le faire, sérieux. Il fait le finisher et il touche Adam Page. Adam Page est KO par terre. Swerve va faire le tomber. Et moi, je suis en mode, c'est pas possible, mais c'est génial. Enfin, une bonne décision, putain. Il fait le tomber. 1, 2, kick out. Et là, je suis en mode, ah non, c'était le parfait moment, c'était le parfait booking. La foule était excitée. Moi aussi, j'étais excité. Le match faisait 15 minutes. C'était pas trop long. Et pas la peine d'avoir un match extrêmement long. On a plein de matchs extrêmement longs entre les deux. Et on peut voir un match plus court. Là, la foule avait son point d'excitation au plus haut à ce moment-là. Et je pense sincèrement que le match aurait dû s'arrêter là. Pour moi, le match aurait dû s'arrêter là. Il ne s'est pas arrêté là. Et à partir de ce moment-là, je ne vais pas dire que le match était pourri, mais c'est tellement dommage parce qu'il a tellement perdu en qualité et en intensité. Parce que du coup, le match continue, ils vont se retrouver à l'extérieur et faire un spot extrêmement dangereux, un DDT sur la barricade, pas sur le bord du ring, sur la barricade. C'est extrêmement dangereux et ce n'est pas nécessaire de faire des choses pareilles dans un match à la télévision. Ce n'est pas nécessaire de mettre en péril la vie de tes lutteurs dans un match à la télévision. Surtout que les deux ont déjà une rivalité et une tension palpable. Vous n'êtes pas obligé de booker des spots aussi dangereux. Ce n'est pas nécessaire. Pour que la foule chante Holy shit 3 secondes, ça ne vaut pas le coup. Sincèrement. Et après, on passe à la pub. Et pendant la pub, je vois sur le côté qui commence à installer des tables. Et je fais, oh non, mais est-ce que ce match avait vraiment besoin de ça? Est-ce que ce match avait vraiment besoin d'être un match en esquification? Parce que pendant 15 minutes, j'ai vu du catch. J'ai vu du catch à la EW. Du catch stylé qui raconte une histoire qui ne va pas dans tous les sens, qui ne prend pas des risques grandiloquents, qui ne prend pas des objets, des fournitures. Non, juste de lutteurs avec une tension existentielle qui se foutent sur la gueule pour un objectif important. C'est ça que je voyais pendant 15 minutes et ça fonctionnait comme pas possible avec un travail de face et un travail de heel. C'était du bon catch pendant 15 minutes. Et là, je les vois commencer à sortir les tables, je les vois commencer à faire des spots beaucoup trop dangereux, je les vois commencer à avoir un match qui dure, et la foule commence à dormir, puis dormir. Quand je dis dormir, j'exagère, évidemment j'exagère. Mais la foule n'atteindra jamais la hype qu'elle avait lorsque Swerve avait l'avantage qu'il a fait le buckshot Lariat au bout de 15 minutes de match. C'est-à-dire que la foule, au bout de la moitié du match, la foule était à son paroxysme et après elle va chuter. Et c'est dommage parce qu'ils en font toujours trop. C'est ça le problème de cette fédération. Encore une fois, là je ne leur crache pas dessus. Swerve et Adam Page ont fait un très bon travail. Mais ce que je critique ici, c'est ceux qui bookent ce match. Ceux qui sont à l'origine de l'écriture de ce match, de sa durée. C'est trop long et les points culminants sont pas bien atteints. Bref. Le match continue, Swerve installe Adam Page sur une table, la table s'effondre alors que Swerve n'a rien fait, donc il est obligé de faire le tour, de récupérer une table, de réinstaller une table. C'est long, encore une fois, ce sont des spots qui ne sont pas nécessaires, ça fait juste perdre du temps et perdre de la hype. Le match continue. Je vois Adam Page reprendre du poil de la bête, je vois Adam Page faire ses finishers, Swerve kick-outs, et plus ça avance, plus je me dis, on va y arriver au triple threat. Je sais qu'on va arriver au triple threat. On va y arriver. Et je suis déjà en mode en train de me tenir la joue comme ça. Je suis accoudé sur ma table. Je me dis, c'est trop con. Ils avaient tout. Ils ont un putain de bon babyface sur Strickland. Ils ont le champion Samoa Joe avec lequel ils peuvent faire une très très bonne rivalité. Les fans peuvent être hyper investis. Le match à Revolution peut être génial. Peut-être que ce sera une rivalité sur le long terme. Swerve n'est pas obligé de gagner. Mais on peut installer une rivalité sur le long terme entre Swerve et Samoa Joe. Ce sont les deux meilleurs workers à l'heure actuelle à la EW. Je me dis, tout le potentiel est là. Et ils vont faire un putain de triple threat. Parce que je le sais que ça va arriver. Quand je regarde le match, je sais que ça va arriver. Et à ce moment-là, Swerve reprend du poil de la bête, parvient à contrer Adam Page, refait un putain de finisher. Et là, je me dis, oh putain, ils vont le faire. 1, 2, la cloche sonne. La durée du match, les 30 minutes du match ont été dépassées. C'est donc un draw. Et bien sûr, ça rajoute une clim dans la salle et je pense que Tony Khan est très content. De la clim qui est mise dans la salle. Tous les fans étaient excités.
Mais moi, je savais depuis 10 minutes, depuis que Swerve n'avait pas gagné, n'avait pas battu Adam Page avec ses 15 premières minutes, je savais que ça allait finir en draw. Je savais que ça allait finir en draw. Du coup, quand l'annonce tombe, je suis en mode, sérieusement, là, c'est ce que t'as trouvé de mieux. La durée du match est terminée, sérieusement. Et du coup, je suis dégoûté. Je suis comme ça, je suis en mode, bon bah, super, on aura triple threat. Mais c'est pas terminé, puisque Swerve prend le micro comme un bon babyface et refait le coup du Adam Page. 5 minutes de plus, 5 minutes de plus. Et ça fait écho à ce qu'ils avaient fait à Full Gear, donc ça fait du sens par rapport à leur storyline. Et vu que les rôles ont été inversés, le fait que Swerve demande ça à Adam Page, c'est encore plus logique, ça fait beaucoup de sens. Et il demande à Adam Page 5 minutes de plus, et Adam Page va lui répondre d'une manière exagérée. Il était pas obligé de hurler. Je sais pas pourquoi Adam Page a hurlé dans le micro. Il était pas obligé de hurler dans le micro, même vu qu'il fait un travail de heal, il aurait pu être beaucoup plus. Non, c'est mort. C'est mort, t'as perdu mon cochon. Parce que du coup, il va lui dire effectivement, c'est mort, tu ne seras pas le number one contender, ce sera moi, c'est moi qui affronterai Samoa Joe. Et il se barre du ring. Et il a fait cette promo là pour. En gros, il a fait un bon travail de heal. En soi, le fait qu'il dise ça, c'est parfait en tant que heal. Mais la manière de le dire. La manière de le dire serait non, tu ne seras pas number one contender. Et il se barre en finissant même pas sa phrase, en battant le micro. C'est raté, il aurait pu avoir un impact beaucoup plus fort en restant calme, en restant très très calme, genre juste, non, c'est mort. C'est mort, alors maintenant, récupère-toi bien parce que c'est moi qui affronterai Samoa Joe. Allez, bise. Ça aurait été beaucoup mieux, un truc comme ça. Mais bref, il s'en va, il quitte le ring, il avance sur la rampe. Et là, il y a Tony Schiavone, encore une fois, qui fait non, 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 j'ai une nouvelle de Tony Khan. Tony Khan m'adresse dans l'oreillette. Encore une fois, c'est de l'overbooking comme pas possible. On est super loin là. Le match aurait pu arriver jusque-là. C'est long, c'est long. Mais Tony Khan m'annonce qu'à Revolution, ce sera un triple threat match. Et moi, je suis en mode. Attends, quitte à faire une annonce comme ça, ils vont annoncer que le match va continuer, que Tony Khan veut que le match continue. Et là, ok, encore une fois, ça aurait pu être sympa. Overbooké peut-être, mais ça aurait pu être sympa. Tony Khan annonce de manière très surprenante. Oh, ça alors, ce serait un triple threat. Moi, je suis en mode, bah oui, je sais. Je le sais depuis des mois que ce sera un triple threat, les gars. C'est. Wouh, surprise. Booker of the Year. Ah. Encore une fois, c'est dommage parce que Tony Khan, je le répète, mais n'ouvre pas les yeux, ne regarde pas ce qui se passe sur son produit à l'heure actuelle. Il prépare ses pions des mois à l'avance et il se tiendra à ses plans pendant des mois. Et qu'importe la dynamique des fans, qu'importe le fait que l'un des lutteurs va finir par être beaucoup plus over et que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un 1 versus 1 pour des rivalités de championnat, c'est beaucoup plus intéressant, ça rend les matchs beaucoup plus marquants sur le long terme. Il se tiendra à ses plans, et même si Swerve Strickland devient méga over, que les gens veulent le voir affronter Samoa Joe, que ça peut être un super bon match de catch, non, il se tient à ses plans, même si c'est hyper prévisible, et ce sera un triple threat à Revolution. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est dommage, parce que je vois deux lutteurs qui, pour une fois, à la EW, même si c'est overbooké, même si le match dure trop longtemps, font un bon travail. Il y a un bon travail de base. Sincèrement, il y a un bon travail, il y a de bonnes offenses et de bonnes prises, et ils mettent leur vie en jeu beaucoup trop par rapport à ce qu'ils sont censés faire. Ils mettent beaucoup trop leur vie en péril, mais ils se sortent du cul, et ils font leur meilleur, je le vois. C'est dommage. Oh, et aussi, par contre, on a quand même eu un moment ridicule, pareil, qui arrivait à la seconde moitié, parce que la première moitié était géniale, mais la seconde moitié était beaucoup plus catastrophique. Adam Page va essayer de mettre KO Swerve à l'extérieur pour qu'il gagne par décompte extérieur. Encore une fois, il se bat comme un heal, là-dessus j'ai rien à dire. Et Swerve est par terre, il vend, l'arbitre compte 1, 2, 3, il est dans une position de babyface, ça fonctionne très très bien. Et là, Prince Nana, qui n'est pas censé intervenir, Swerve lui a dit, tu n'interviens pas pour m'aider. Prince Nana va se mettre à faire sa danse à côté de Swerve pour le motiver, pour le faire relever. Et quand j'ai vu ça, j'étais en mode, mais c'est pas possible. Et ils peuvent pas s'empêcher de dégueulasser ce qu'ils font de bien. Ils ne peuvent pas s'empêcher de cracher, de vomir, de chier sur un truc qui sent bon. Ils ne peuvent pas s'empêcher. C'est dingue. C'est ridicule. C'est ridicule, putain. Et j'aime bien Prince Nana quand il danse sur l'entrée de Swerve. C'est une entrée babyface, ça fait popper les gens. Et c'est logique, ça hype Swerve. Et je trouve ça cool. Mais à aucun moment, quand ton champion est par terre,
Dans ta tête, dans un produit réaliste, tu vas dire, bah si je danse, il va se relever. Non, 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 tu l'encourages, tu fais Swerve, get up, et tu cries Whose house pour que la foule chante Swerve's house, et tu chantes ça pour motiver Swerve, tu te mets pas à danser ridiculeusement. Le pire, c'est que ça marche. Bon, voilà. Je ne vais pas incendier ce match. Je trouve que ce match a eu une excellente première moitié, qu'il y avait une opportunité de faire quelque chose de bien meilleur comme d'habitude, et qui se sont tenus au plan de base, qui ont overbooké le bordel pour un match trop long, qui a perdu en hype, mais qui aurait pu être bien meilleur. Et l'autre match dont on va parler, c'est le main event. Le main event, Big Bill et Ricky Starks contre Sting et Darby. C'est un match pour les championnats par équipe. Et c'est un match tornado. Ce n'est même pas un match simple. C'est-à-dire que Big Bill et Ricky Starks, dans une rivalité qui n'est pas encore existante, il n'y a pas de rivalité entre Sting et Darby. Ils ont pas besoin comment dire, ils peuvent être très très bien conduits dans un ring. Je veux dire, un match simple pourrait très bien fonctionner. Il n'y a pas encore suffisamment de tension pour justifier des stipulations. Et bah si, il y a un match tornado. Bah super, pour défendre tes titres par équipe. Bah ça c'est très 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 bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de disqualification. Les objets sont autorisés. Du coup, à quel moment les champions par équipe vont accepter le fait que leur titre soit défendu dans un match tornado? Ça ne fait aucun sens, puisque ça ne peut que profiter à Sting, justement. Bon, mais soit, on a un match tornado. Et encore une fois, le booking qu'on a depuis des mois, c'est que les Young Bucks veulent affronter Sting et Darby. Et on sait qu'on aura ce match à Revolution. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ce match sera pour les titres par équipe, ou est-ce que les Young Bucks vont intervenir dans le match pour leur ôter la victoire et laisser Big Bill et Ricky Stark gagner les titres? Ce qui justifierait du coup que Sting et Darby soient en mode non, c'est mort, vous deux on vous veut à Revolution. Ça aurait pu être une construction logique. Personnellement, je pense que c'est ce que j'aurais fait. Parce que Big Bill et Ricky Starks commencent tout juste à donner un peu d'intérêt à ces titres. Ils commencent tout juste à se positionner comme une équipe assez intéressante. Est-ce que c'est le moment de leur faire perdre les titres? Et bah, selon les Young Bucks, oui, on dirait bien. Mais bon, match tornado commence et... Encore une fois, le match commence à peine. Sting et Darby se ruent sur les champions. Ils les agressent et ils vont se battre dans l'arène. Dès le début, c'est le bordel. J'ai pas le moment de me poser sur les protagonistes que c'est déjà le bordel. C'est de la merde. Si tu veux te battre dans l'arène, dans les coulisses, tu peux le faire. Mais avant cela, tu dois poser ton match, poser ton intrigue dans le ring pour que les spectateurs s'habituent à ce qui se passe, pour que la tension commence à prendre, pour ensuite créer un bordel, si tu le souhaites. Mais tu ne crées pas le bordel dès le début parce que c'est le foutoir dès le début et le match n'a aucun intérêt. Et je sais pourquoi ils ont fait ça. Ils ont fait le bordel pour que Sting ait son putain de spot. Sting, plus de 60 piges, qui va se mettre en haut d'une plateforme. Il doit être bien à 3 mètres de haut, un truc comme ça. Il y a Big Bill et Ricky Starks qui l'attendent en bas et Sting va leur sauter dessus. Et encore une fois, non. Même si Sting, de ses 60 ans, qui veut finir sa carrière, qui veut finir sur un grand point, qui veut faire des trucs de dingue pour terminer sa carrière, te dit, et là je vais sauter sur une plateforme de 3 mètres de haut, sur Big Bill et Ricky Starks, tu lui dis, non Sting, non, t'as ton match de retraite à Revolution qui arrive bientôt, j'ai besoin de toi entier et en bonne santé pour ce match, et là si tu veux, à ce match, tu fais tout ce que tu veux à ce match, tu le souhaites, tu vas faire tout ce que tu veux à ce match, mais en attendant, tu te calmes. Parce que tu n'as pas besoin de faire ça pour que la foule chante ton nom et te rende over. Tu n'as pas besoin de faire des prises aussi risquées. Toi, Sting, la plus grosse star de mon show, tu n'as pas besoin de faire ça pour que les fans soient over. Il a fait ce spot à 2 balles. La foule a chanté « Holy shit » pendant 3 secondes. Et après, il y a eu un silence total. Ça ne sert absolument à rien. Et Sting ne doit pas faire ça. Laisse ces spots à tes jeunes catcheurs qui ont besoin de ce genre de choses pour se mettre over. Et qui ne vont pas mettre leur vie en jeu parce qu'ils n'ont pas 60 ans à faire des trucs aussi dangereux. Mais cela étant dit, une fois que tous les lutteurs vont arriver de nouveau sur le ring, et bah étrangement, le match va devenir super sympa.
C'est dingue, hein. Dès que les lutteurs sont dans le ring, c'est trop bien. Dès qu'ils sont à l'extérieur, ça devient un foutoir sans nom et un bordel illisible. C'est dingue, ça. C'est incroyable. Oh putain. Comme si pour le catch, enfin les meilleures choses dans le catch, il fallait utiliser un ring. C'est... Waouh, c'est dingue, hein. J'aurais pas pensé. J'aurais pas pensé du tout. Parce que, on va dire des bonnes choses de ce match maintenant, quand ils sont dans le ring, tous les meilleurs spots qui vont arriver, qui se passent dans le ring, auraient pu se passer dans un match simple. Tous les meilleurs spots et les meilleurs instants du match auraient pu arriver si le match était un tag team tout à fait classique. C'est pour ça que je reproche à la EW. C'est qu'ils se font chier à faire des stipulations alors que ce qu'ils font de mieux, ce sont les choses simples qui pourraient aussi avoir eu dans des matchs simples. Ils se foutent dans la merde eux-mêmes. C'est ce qui est terrible. Et bref, Big Bill et Darby vont se mettre à lutter ensemble, l'un contre l'autre. Et Big Bill, j'ai adoré ce qu'il a fait dans ce match. La violence avec laquelle il tape Darby, qui en plus a un tout petit gabarit et qui vend extrêmement bien, la violence avec laquelle Big Bill va le frapper au sol, va prendre son visage et l'éclater sur le sol à plusieurs reprises, quand il va le jeter comme une vieille chaussette avec un suplex mais monstrueux, quand il va l'étrangler et le placer à 2 mètres d'eau avec ses immenses bras. Enfin, la dynamique entre Darby et Big Bill, elle est géniale. Elle se passe dans le ring, elle est géniale. Pendant que Sting et Ricky Starks s'affrontent tous les deux, pareil, ils sont en train d'installer des tables et tout. Je suis en mode, putain, encore des tables, on a déjà vu ça dans le début, mais bon, encore des tables. Le match continue, il tease un peu une table, et là, Darby Allin va réussir à éclater Big Bill, à utiliser la gravité pour que Big Bill tombe sur la table avec lui à l'extérieur. Donc Big Bill est out. Ils ont fait un très beau travail pour montrer comment ils vont détruire le monstre qui est Big Bill. Sting et Darby vont s'y mettre à deux avant que Darby fasse ce spot sur la table. Donc le monstre est out, et dans le ring il reste Ricky Starks et Sting. Et Ricky va prendre l'avantage. Il va placer un spear sur Sting. Avant de passer le spear, il va retirer le coin du ring de manière très fourbe. Et Sting va se le prendre en faisant un splash sur le coin du ring. Donc il le vend bien. Et Ricky enchaîne sur un spear. Il hésite un peu avant de faire le spear. Et c'est ce qui va faire en sorte que Sting va kick out du spear. Et là, il va se teaser pour refaire un autre spear. Mais Sting l'attrape en plein vol et fait son finisher pour la victoire. Et encore une fois, ce segment final, ce spot final, le coin du ring, le spear qui kick out avec Sting qui attrape Ricky pour le spear final et qui fait son finisher, c'est très bien, c'est du bon catch. Et tout cela aurait pu arriver dans un match simple. Ça aurait pu arriver dans un match simple, tout ça. La même gestion, les deux qui se mettent ensemble après avoir fait un tag pour détruire le gros monstre, pour l'évincer. Darby qui garde le monstre à l'extérieur pendant que Ricky et Sting font les dernières offenses en ring. Ça aurait pu être dans un match simple. C'est pour ça que c'est dommage de se faire un match tornado qui ne sert à rien à part foutre le foutoir au début du match. C'est dommage. C'est dommage. C'est comme d'habitude. C'est juste dommage parce que tous les éléments sont là. Et le produit peut être vraiment bien. Le produit peut être vraiment, vraiment, vraiment bien. Et à chaque fois, il fout tout en l'air. Il gâche tout. Ce qui est dommage, putain. Mais donc, Sting bat Ricky. Et Sting et Darby Allin deviennent les champions par équipe. Donc merci beaucoup Ricky et Big Bill pour votre soutien, pour avoir tenu les titres, pour être une équipe que tout le monde oubliera. Je sais pas si l'équipe continuera, tout le monde va l'oublier, alors que c'est dommage, ils commencent à avoir un petit truc avec tous les deux. Ils commencent à avoir un petit truc, Big Bill fait un très très bon travail, Ricky Starks aussi est très sympathique. C'est dommage, hein, c'est dommage, mais bon, faut bien que les Bucks soient dans le match championnat. Faut bien que les Bucks, qui ne sont plus intéressants depuis 2019, soient dans le match championnat. Hein, ce serait, bah oui, c'est logique. Hein, c'est tout à fait logique. Après, ils méritent les Bucks. Hein, ils méritent. Bah oui, ils méritent. C'est quoi ? C'est la meilleure équipe au monde après tout. Hein, bah oui, ils méritent d'être sur le devant de la scène à ce point, hein, bien sûr. Parlons des Bucks. La fin du match, Sting et Darby célèbrent. Ils célèbrent avec des gens qui sont aux abords du ring. Je crois que c'est des potes à eux ou alors la famille de Sting, je sais pas trop, mais bref, ce sont des proches. Et les Young Bucks, tout en costume blanc intégral. Cette fois-ci, il n'y a pas de yin et de yang. Ils sont tous les deux en blanc intégral. Je sais pourquoi ils ont fait ça. Vont se mettre à agresser Sting et Darby avec des battes de baseball. Et ils les agressent, ils les ruent de coups, etc. Darby pisse un peu le sang
Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont mis des costumes blancs, pour qu'il y ait plein de sang sur leur costume blanc, hein, pour faire un peu type Al Pacino, hein, on s'y croirait, hein, là c'est... Ouh, quelle violence, dis donc, ils sont badass, hein, ils sont très badass les Young Bucks, hein, dis donc, tout en blanc, du sang sur leur costume, là, il devait tout exciter, il y a même Matt Jackson, là, qui se met sur le ring et qui souffle comme ça, il fait... Ouh, ouh, faut que je me calme, ouh, il en fait trop, comme d'habitude, il est ridicule. Surtout Matt était ridicule. Nick, encore une fois, il était assez simple. Il n'a pas fait de trucs grandiloquents. Il a fait un bon taf. Nick Jackson a fait un bon taf. Voilà, je tiens à le dire. Mais Matt Jackson, je crois que c'est le Bucks que j'aime le moins. C'est lui-ci qui en fait le plus à chaque fois. Il en fait tellement trop à chaque fois. Il se met tellement sur le devant de la scène pour faire de la merde. Ça m'énerve. Mais ils agressent. Ils ont les costumes blancs. J'ai aucune hype. Quand je les vois faire ça, je ressens aucune hit. Je m'en fous. J'ai déjà dit dans les semaines dernières, mais pour moi, ils ont de la go away hit maintenant. J'en ai plus rien à foutre. Je m'en fous. Je les vois faire ça et je trouve ça tellement triste de me dire que Sting va prendre sa retraite pour mettre over les Young Bucks dans un match de championnat. Est-ce qu'il mérite vraiment ça? Et le pire, c'est je peux même pas leur reprocher, je vais même pas me dire, oh les Bucks, quelle honte, c'est vraiment des immondies de sport, regardez à quel point ils se mettent over en abusant de leur pouvoir, etc. J'aurais beau le dire, il y a un mec qui s'appelle The Rock qui est 1 milliard de fois plus connu qu'eux et qui fait la même chose, et du coup tout le monde parle de lui et ils parleront pas d'eux. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, personne n'en aura quelque chose à foutre. Toute l'attention est sur le Rock, et ils ont beau faire comme lui, tout le monde s'en bat royalement les couilles, parce que ce ne seront jamais des draws, et c'est triste pour Sting. Il y a quand même un show à couvrir là-dessus. Avant de parler du reste du show, que je vais aborder très rapidement, parce que j'ai vraiment vu de manière assez rapide le reste du show, j'ai quand même vu en intégralité la grande annonce de Tony Khan. Et oui, il avait annoncé une grosse annonce, comme il faisait à l'époque à l'époque où il hypait Collision, le retour de Punk, etc., il commençait à faire toutes les semaines des grosses annonces, ça devenait un mème à quel point c'était ridicule. Et à chaque fois, il l'ouvrait avec son Thanks guys, que je trouvais mais hilarant. Et là, on l'a retrouvé, oui, le retour de Thanks guys. Oh, quand je l'ai entendu, j'étais content, j'ai popé. Quand j'ai entendu Thanks guys, j'ai popé. Oh là là, ça m'a fait plaisir, j'ai rigolé. Oh, c'était bon. Il me fait rêver, Tony. Tony, quand il fait Thanks guys, oh, il me fait rêver. Tony donne sa grosse annonce. Du coup, et il annonce donc que le 13 mars se portera donc un show spécial. Ce sera le show Big Business. Big Business aura lieu le 13 mars. Voilà, et je vois ses yeux qui pétillent, je vois ses grands yeux globuleux qui sont là, qui me regardent, qui plongent dans mon âme quand il annonce Big Business comme ça. Je sens que Tony n'a pas peur pour sa vie, et ça me fait plaisir pour lui. Alors, Big Business. Bah voilà, ce sera Sasha Banks. Ce sera Sasha Banks. Big Business, et oui, le business. Sasha Banks, c'était un peu sa trademark je sais plus quel était son surnom avec business, mais elle avait un surnom avec business le mot business est associé avec Sasha Banks dans son personnage. Et vraiment, c'est un big business, hein, c'est une grosse affaire, et Tony le vend comme un jour qui va être historique dans l'histoire du catch. Et je sens que quand il appelle ça big business, il se dit, waouh, j'ai fait un big business, hein, je vais signer Mercedes Moné. Là, c'est grosse annonce, hein, c'est grosse signature. Hein. Tu vas surtout réaliser que Mercedes Moné, aka Sasha Banks, n'est pas un draw. Et ton big business, il va vraiment couler à l'eau. En fait, c'est ce qui va se passer. Encore une fois, quand je dis ça, ne vous révoltez pas, ne commencez pas à écrire un message haineux là, comment ça c'est pas un draw? Calmez-vous, j'aime bien Sasha Banks, j'aime bien Mercedes Moné, c'est une bonne catcheuse, c'est une bonne lutteuse. Et oui, ça peut être quelqu'un d'important, ça peut faire de belles affiches. Mais ce n'est pas un draw. Très peu de catcheurs, et surtout de catcheuses, sont des draws. Extrêmement peu. Sacha Banks a dû te coûter je ne sais pas combien, parce que la WWE n'a pas voulu la signer parce qu'elle coûtait trop cher. Elle demandait trop parce qu'elle sait ce qu'elle peut leur apporter. Et par rapport à ce qu'elle va leur coûter, c'était trop peu. Tony l'a signé se disant, oh là là, Sasha Banks, quelle grosse affiche, être mon main event féminin. Putain, elle va faire une entrée, elle va avoir une grosse pop, tout le monde va s'intéresser pendant le premier mois, et puis après elle va s'enfoncer dans des dream matchs dont personne n'aura rien à péter, il n'y aura aucune rivalité intéressante, et elle rapportera aucun ratings, tout le monde s'en battra d'elle. Putain, les gens s'en battent les couilles de Edge, les gens s'en battent les couilles de Bryan Danielson.
Pourquoi les gens n'auraient quelque chose à foutre de Sasha Banks? Sans déconner. Si tu n'es pas une turbo méga star qui connaît le business, aka un mec comme CM Punk, tu ne rapporteras aucun ratings et aucune thune à Tony Khan. Parce qu'il ne pourra pas bien te booker. Et je doute que Sasha Banks ait la connaissance du business et qu'à elle toute seule, elle peut relever la division féminine. Je ne pense pas. Donc ton big business, ça va être surtout un gros big flop. Un big flop qui arrive le 13 mars. Nous verrons bien, en tout cas. Et la suite du show, on a eu des matchs comme Toni Storm contre Red Velvet. Toni Storm a remporté le match, la bonne décision. On a eu le BCC, Blackpool Combat Club avec Danielson, John Moxley et Claudio contre les Espagnols, là, les Mexicains. Bon, j'ai pas regardé. Victoire du BCC, je pense que c'est logique. Et on a eu Chris Jericho contre Konosuke Takeshita. Les gens ne bouent plus Chris Jericho parce qu'il y a Vince McMahon qui a pointé son nez, qui a fait quelque chose de pire, et The Rock qui est en train de accaparer toute l'attention. Du coup, Chris Jericho, c'est bon, tout le monde s'en fout. Je pense que Chris Jericho est en train de remercier, mais tu sais, dans son lit le soir, il se couche, il fait « Oh, merci Vince et merci Rocky, hein. Vous avez vraiment sauvé ma carrière, les gars, parce que maintenant, plus personne n'en a rien à foutre de ma gueule. T'inquiète Chris, je ne t'oublie pas. Je ne t'oublie pas Chris, et je continuerai à rappeler que tu es potentiellement un prédateur sexuel. Potentiellement. Ne vous énervez pas dans les commentaires, encore une fois. Tu es potentiellement un prédateur sexuel. Moi, je suis convaincu que tu l'es. Je suis convaincu que tu l'es parce qu'il y a beaucoup trop de signes qui montrent que tu l'es. Mais bon, tu peux remercier Vince et Rocky dans tes nuits parce qu'ils ont sauvé ta carrière, mon coco. Konosuke Takeshita remporte la victoire, c'est la bonne décision. Chris met over Konosuke, et Konosuke, j'aime beaucoup ce lutteur, il a beaucoup de potentiel et peut être vraiment quelqu'un. Encore une fois avec Don Callis qui est son manager qui parle pour lui, ça marche bien. Bref, au final, c'était dans la moyenne des shows de Dynamite de ces derniers temps. Je pense sincèrement que c'était un bon show. C'était un bon show puisque, encore une fois, tout était extrêmement prévisible et Tony ne capitalise pas sur ce qui se passe à l'heure actuelle dans son produit, ne capitalise pas sur ce qui peut mettre le plus de hype sur son produit. Il met des affiches qui build et il n'y a aucun... c'est toujours la même chose, c'est toujours le même booking, c'est toujours pareil, il y a toujours de l'overbooking, il y a toujours trop de stipulations et c'est ça qui gâche son produit. Mais le main event était quand même assez hot, il y avait Sting et Darby, c'était un match qui était assez hype, il y avait de bonnes offenses, et l'opener, bien que trop long et encore une fois trop overbooké, il y avait une véritable tension, une vraie rivalité, et ça marchait bien sur le ring. Le reste, c'est du remplissage, donc... mais encore une fois, Chris Jericho contre Takeshita, j'ai pas regardé le match en intégralité, mais je pense que c'était un bon match. Je pense que sincèrement c'était un bon Dynamite. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. C'était tout, bande de fans de catch.